je vais vous emmener sur le sujet des souliers de sport. Je sais que vous adorez les souliers de sport et que vous aimeriez nous en parler. Je pense que plus une chaussure de sport est technique et coûteuse, plus elle est toxique pour le système postural. Pourquoi? Alors, si j'avais un conseil, acheter les chaussures les moins chères, ce sont les meilleures. Alors pourquoi? Bien entendu, parce que le pied est un organe dont le but est de palper le sol, de manière à donner des informations au système nerveux central pour son équilibre. À partir de là, forcément, si vous l'enfermez dans une chaussure, les informations qu'il va le donner ne sont plus celles du sol, mais celles du sol vues à travers la chaussure. C'est un petit peu comme les lunettes chez la personne qui voit mal. Hein. La chaussure, c'est la lunette du pied, la paire de lunettes des pieds. Donc à partir de ce moment-là, il faut que la chaussure puisse transmettre intégralement les informations réelles en provenance du sol et non pas une information modifiée au travers de la forme de la chaussure. OK. Voilà, ça c'est la notion générale. Maintenant, si vous voulez des précisions plus aiguës, il faut me demander. J'ai une gamme de souliers devant moi. Je vous ai envoyé des photos. On va démontrer tout à l'heure. J'ai fait une feuille avec une graduation en centimètres dessus pour montrer tout à l'heure aux gens comment choisir nos souliers chez le fabricant. Je sais que ça semble étrange quand on fait le test chez le fabricant, mais ça nous permet de choisir vraiment le bon soulier et ça nous permet de faire le bon choix. Classiquement, en posturologie, pour avoir une bonne chaussure, il faut un certain nombre de paramètres. Et le premier, effectivement, c'est le fait que la chaussure doit, du moins quand elle est neuve, elle doit toucher le sol sur toute la surface de la semelle. Le moyen le plus pratique pour se rendre compte, c'est de prendre une feuille de papier et normalement, la feuille de papier passée sous une chaussure posée sur un support plat ne doit pas pénétrer de plus de 3 cm en avant et 3 cm en arrière. Si ça n'est pas le cas, la chaussure est déjà mauvaise. Donc, tu vois, la meilleure chaussure... J'ai vu effectivement les photographies qu'on m'avait envoyées. Oui. C'est une catastrophe. Sauf une. Notre meilleur est à 8 cm. Notre meilleur devait être à 8 cm quand même. Et derrière, on a combien, Gabriel? Derrière, on a... Attendez. Derrière, on a un bon 5 cm aussi. 5 donc 8,5 centimètres. en avant puis 5 en arrière. C'est une semelle qui a de l'air bien. C'est une semelle qui paraît plat, mais finalement, elle ne l'est pas du tout. Oui. Et il faut éviter, Dr Marignan, d'avoir à l'intérieur une arche plantaire ajoutée. Alors ça, c'est un deuxième critère. C'est qu'effectivement, nous avons tous une arche interne, c'est-à-dire normalement le pied ne touche qu'un tiers du côté externe. Et à partir du moment où on comble cette arche avec une semelle dite de compensation, on crée un pied plat en physiologie. C'est-à-dire pour le système nerveux, c'est comme si on avait un pied plat, puisque toute la surface du pied touche le sol. Et donc ça, c'est très très préjudiciable au contrôle postural, puisqu'il est quasiment annihilé. Parce que le pied, la peau du pied est faite pour capter le sol et à partir du moment où l'arche plantaire se dépose sur l'arche qui a été ajoutée à l'intérieur du soulier, on a l'impression, vous me corrigerez, mais on a l'impression que le pied a l'impression qu'il vient de trouver le sol. Donc, il va s'écraser dessus. C'est ça? Absolument. Absolument, c'est ça. J'ai bien appris mes devoirs. Excusez-nous encore pour les décalages. Je réponds avant que monsieur ait terminé sa question. Ça va. Les auditeurs Alors sont effectivement, s'il y a une voûte interne, en plus le pied la peau du pied va sentir ce support et s'appuyer dessus. Et à ce moment-là, il va partir en valgus, ce qui est extrêmement préjudiciable cette fois-ci pour la proprioception, puisque le valgus du pied va entraîner tout un étirement des loges internes du membre inférieur. Et donc, ça va être un leurre pour le système postural. OK. Julie, une question pour vous.
Et puis le troisième paramètre, il y a un troisième paramètre qui est l'attaque de la chaussure au niveau du talon. Très souvent dans les chaussures de sport, le talon relève en arrière. Il fait une espèce de guide qui est exactement dans l'axe du pied. Or, l'attaque du pied est en externe. Elle ne doit pas être au milieu. Si l'attaque est forcée du côté interne, là encore, vous favorisez le valgus du pied et là encore, vous provoquez un problème de proprioception. OK. Donc, quand les gens nous disent j'ai de la difficulté avec mes souliers et que l'extérieur du talon est usé, c'est tout à fait normal que cet endroit-là soit usé, hein? Ah, c'est absolument normal et ce qui est anormal, c'est que ce ne soit pas du côté externe, justement. C'est ça. Si le talon est usé au milieu, ou pire au côté interne, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce qu'il faut, c'est user ici. OK. En externe, oui. Parfait. Bon, je pense que les auditeurs ont bien compris maintenant. En fait, moi, oui, bon. Alors, ma question, c'est, je suis coureuse dans la vie, puis, tu sais, on entend souvent, et j'entends de mes clients souvent dire, après tant de kilomètres, il faut changer les chaussures, quand les souliers sont trop usés, puis je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une aberration? Est-ce qu'on devrait courir même une fois que les souliers sont usés, justement, ou on devrait toujours les changer à peu près à tant de kilomètres, aux années ou après les saisons? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de changer de souliers régulièrement? Je pense que cette idée de changer les souliers tous les 5 km est purement commerciale. OK. Au contraire, l'usure de la chaussure va se faire en fonction de vos habitudes motrices. Et que donc, en quelque sorte, la chaussure va s'user en fonction de votre propre façon de courir. Et que donc, elle va stabiliser votre course. Donc, je ne vous dis pas de courir avec des chaussures en lambeaux, mais pourquoi changer de chaussures quand on y est bien? C'est dans les plus vieilles chaussures qu'on est le mieux, d'ailleurs. Et il faut expliquer aussi, docteur Marignan, que des souliers de course, c'est pas nécessairement négatif, dans le sens que les souliers de course sont faits pour courir. C'est sûr que ça prend des souliers, on va l'expliquer tout à l'heure, là, mais ça prend des souliers qui restent souples et qui épousent la mobilité du pied. Mais un soulier pour courir, c'est fait pour courir. Maintenant, on voit énormément de gens déambuler dans les villes avec des souliers de course dans les pieds pour marcher. Et là, ça amène un problème de dérouler du pas, je crois. Oui, alors vous avez tout dit. Effectivement, les chaussures de course sont faites pour courir. Les baskets que porte tout le monde sont faites pour jouer au basket et pas à porter dans la rue pour marcher et pour attendre le bus. Ce sont deux choses différentes. Dans la course, on est plus dans un automatisme avec un contrôle postural qu'on appelle en boucle ouverte. Et donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle aussi le système postural d'action par rapport au système postural d'aplomb. On n'est plus du tout dans la même stratégie de contrôle. Donc, pourquoi pas porter des chaussures de course pendant la course, mais après on remet des chaussures correctes pour ne plus courir. Il faudrait inventer des chaussures ne pas courir. Les chaussures de la station debout, immobile. Pourtant, ça serait plus que pertinent pour beaucoup d'emplois Oui, qui sont statiques. Mais moi, ça m'amène une question, docteur Marignan. On parlait beaucoup des ajouts sur les chaussures, des antipronateurs, etc. Les chaussures de course qui sont spécialisées, qu'on a un petit dénivelé, ça nous montre le talon, ou les chaussures d'haltérophilie, où on a déjà une flexion, pas une flexion, mais une flexion plantaire plus importante, donc on place le talon un peu plus surélevé pour faciliter les mouvements d'haltérophilie. Est-ce que c'est mauvais à ce moment-là ou c'est pas la même chose qu'un antipronateur où là, on va changer l'information que le pied va rencontrer? On va donner l'illusion que le pied rencontre le sol plus tôt. Est-ce que c'est la même chose pour un talon qui est plus surélevé? Alors, concernant un talon surélevé, à partir du moment où c'est symétrique, ça n'a pas grand impact sur le contrôle postural. Ce qui est très important, c'est que les hauteurs des talons
surélevé le soit de façon parfaitement symétrique. Ce qui est important, c'est l'axe d'attaque et donc c'est le valgus varus du pied. OK. C'est totalement différent. OK. D'où Donc, il y a je ne vois beaucoup pas d'inconvénient à surélever. OK. Donc, tu sais, là, après ça, c'est les contrefaçons, parce que des fois, on va dans des entrepôts, puis là, il y a des... Moi, j'ai fait l'expérience d'aller dans des entrepôts, parce que, bon, ça coûte moins cher, des fois, c'est intéressant, mais parfois, j'avais l'impression de marcher sur une roche dans un soulier, alors que l'autre, ça allait bien, parce que la chaussure, il y avait peut-être un tort dans la fabrication, donc à ce moment-là, ça peut devenir important de peut-être payer un peu plus pour la qualité du produit pour s'assurer que ça soit symétrique. Moi, j'en ai vu, docteur Marignan, j'ai moi aussi. j'ai une anecdote à ce niveau-là. J'ai une cliente qui, on avait traité, on avait travaillé son pied. Elle est revenue avec toutes les douleurs lombaires qu'elle avait au début. Et puis, la seule chose qu'elle avait fait, elle avait changé de soulier. Et puis, je pourrais mettre la photo, je mettrai la photo sur la vidéo, mais on s'est aperçu qu'il y avait un talon surélevé d'un côté. C'était le même soulier, mais d'un côté, il y avait un talon qui était surélevé de 2 mm par rapport à l'autre. Et ça créait un problème. Vous savez, 2 mm, c'est suffisant pour créer un problème important. Oui, je suis tout à fait d'accord. À partir de 2 mm et demi, on est tout à fait dans le champ de sensibilité du système postural. Il peut y avoir un effet, absolument. Parce qu'il faut expliquer que le système postural va reconnaître les petits écarts ou les petites variantes, mais que les grandes variantes, il va, je crois, vous me corrigerez, mais le cerveau va les interpréter comme étant une aberration et puis ne va pas en tenir compte à ce moment-là. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est tout à fait exact. Puis il ne va pas considérer que c'est une information physiologique et donc il ne va pas répondre. Il va considérer que c'est une information pathologique et il va essayer de trouver des stratégies d'équilibration. Mais il ne va pas l'intégrer en tant qu'information physiologique. Là où réside le problème, c'est quand on injecte dans le système une information qui est comprise comme physiologique et qui induit des réponses physiologiques, bien entendu. Écoutez, docteur Marignan, Gabriel a une question à poser. J'ai une dernière petite question. Je voulais revenir faire un pas en arrière. On a parlé au niveau de la chaussure, que la chaussure, une chaussure usée va se modifier par rapport à notre pied. Fait que je voulais lancer le débat, juste savoir, en fait, le fait de vouloir casser la chaussure quand on l'achète. Je l'achète là, je suis pas super confortable, mais dans une semaine, 2, elle va être cassée, ça va mieux aller. C'est de la foutaise, ça, en fait, si je comprends bien. Faut que le soulier s'adapte à notre pied, faut pas que le pied s'adapte à la soulier. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais d'un autre côté, si vous devez casser votre chaussure, en quelque sorte, c'est que la chaussure est mal conçue au départ. Il vaut mieux en choisir une autre dans laquelle vous vous sentez à l'aise tout de suite. On doit être à l'aise, c'est ça, immédiatement lors de l'achat déjà. Oui, je suis affirmatif. Excellent. C'est un petit peu comme l'occlusion. Quand un orthodontiste ou un dentiste met en place une couronne, il va demander normalement à la personne de tapoter, et si elle sent un inconfort au niveau de sa bouche, eh bien, il faut corriger les hauteurs de la prothèse et ne pas laisser les choses en disant vous allez vous y habituer. Donc ça, c'est pas très bon du tout. Et comme les lunettes. D'ailleurs, oui. Exactement comme les verres progressifs. Si on ne s'y habitue pas, il ne faut pas insister. Donc ça va être notre prochain sujet. C'est un autre débat. Mais comme on disait depuis au début, c'est que c'est en 3 parties, cette émission-là. On va parler, au début, on a parlé de la mâchoire, aujourd'hui du pied. Et notre prochaine émission, Dr Marignan, on va parler de l'œil. Donc, vous allez nous accompagner encore une fois dans cette discussion. Bien sûr, mais l'œil, c'est peut-être le fournisseur d'informations posturales le plus complexe. Mais pourquoi pas? Donc, on va pratiquer nos neurones, prendre beaucoup d'oméga 3
et se préparer à essayer de comprendre ce que vous allez nous raconter. Donc, merci infiniment, Dr Marignan. Écoutez, on est encore choyés de vous avoir parmi nous. Je pense que tout le monde est content de vous entendre et de vous savoir bien. Et puis, vous revenez au Québec bientôt? Ah ben, quand vous m'invitez et quand je peux venir, OK. ce serait avec grand plaisir. En 2022, on devrait vous inviter, Dr Marignan. Donc, merci. Passez une excellente journée. Passez le bonjour à tout le monde qu'on connaît, à tous nos amis chez vous. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Ah là 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 là. Beaucoup d'informations, beaucoup J'ai de contenu toujours... en même temps. Tantôt, j'ai repris des habitudes d'étudiante. Là, je prenais des notes. Je me disais, bon, tu sais, je prendrais tout le temps tout ce qu'il dit en notes. C'est tellement riche d'informations à chaque fois qu'on parle avec lui. Hein? C'est... Non, mais je m'en ai dit, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir réécouter Oui, le podcast, donc il n'y a Tout pas est besoin de filmé. prendre des notes. J'ai eu le même réflexe, je me suis dit, j'aurais dû prendre un crayon, mais non, je vais juste... c'est bien, puis ça va nous faire des écoutes sur YouTube. Oui, c'est vrai, on va ça, On en a besoin. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah, ben moi, je vais rajouter aussi par rapport aux souliers, puis les bébés, puis les enfants et tout ça, là. Ça aurait été bien de lui parler de ça, les bottines c'est ça, chez j'ai les voulu enfants. y en hein? parler, là, mais c'est ça, parce que l'autre fois, j'ai vu une photo, je crois que c'est Benjamin Raymond, dans notre... Oui. il a publié une photo avec un pied d'enfant dans une chaussure d'enfant avec tous les orteils. Tout écrasé. Ce qui est d'ailleurs Ensemble. le cas pour plein de sortes de La chaussures pour les majorité. adultes Ouais. aussi. Oui, aussi, c'est ça, les pieds qui sont comme ça, mais c'est ça. Fait que la largeur du soulier est vraiment importante, puis la souplesse. Surtout la souplesse, oui. C'est Ouais, ça qu'on met trop souvent de côté. Les gens, on veut juste un soulier qui est beau, quelque chose qui nous plaît, mais on regarde même plus le matériel, on regarde moi, plus j'ai rien, en fait. plus aucun plaisir à m'acheter des chaussures. Non. Non, Ça hein? me prend 45 minutes, là, tout le monde me regarde, mais ça, c'est le modèle. Oui, je sais. Là, je prends ma chaussure, puis là, je vais la tordre, là, je joue avec sur le banc, je regarde, là, puis là, bon, celle-là marche pas. J'ai quasiment ma petite feuille de papier. Puis je suis comme, non, j'ai plus de plaisir à m'acheter des Mais chaussures même maintenant. pour les bottes, tu sais, les bottes d'enfants, là, exemple, là, je viens de magasiner pour les bottes d'automne de mes enfants, puis il y en a qui se plient pas. Non, Le bébé, il mais le commence bébé, à c'est marcher, pas pour rien il y a qu'il 15 marche. Puis... mois. Il avait l'air d'un astronaute avec ça dans les pieds. Je dis non, oublie ça. Puis là, j'en ai essayé un autre, puis c'était plus souple, mais bref, c'est super important, je pense. C'est la base pour l'enfant, de le mettre nu-pied le plus souvent possible, puis de deux, d'avoir un soulier adéquat quand c'est nécessaire. Là. Ouais, puis aujourd'hui, les souliers de sport sont remplis d'antitorsion, antipronation, anti-tout. C'est incroyable. Et moi, le soulier avec lequel je cours, c'est un soulier qui est aussi flexible que ça. Et ce qu'on parlait avec le docteur Marignan, c'est qu'à l'intérieur, il faut faire attention à ne pas avoir une semelle avec une arche plantaire. Je ne sais pas si on en a une à l'intérieur de Habituellement, ça. quand il y a une couleur différente, ça nous donne une indication un là, indice, quand il y a une... Quand C'est ici. on voit une semelle avec ces déformations-là dedans, En forme d'entonnoir, là. et puis l'arche plantaire aussi que le docteur Marignan parlait, où la peau se dépose, et elle interprète déjà que c'est le sol, et elle va s'écraser dessus, et ça va finir par faire un pied qui va être un peu paresseux. Mais c'est ça, quand c'est gris ici, dans Exact. la section du Il y a soulier, il y a un aussi dans la- renforcement dans la semelle à cet Exact. endroit-là. Oui, c'est ça, c'est un qui se antipronateur. compresse moins rapidement, exact. Puis quelqu'un qui a une fasciite plantaire, qu'est-ce que tu suggères? Antipronateur. Pom, pom. Tant. Hein? Qu'est-ce qu'on suggère sur la fasciite plantaire? Fait d'abord de trouver l'origine de l'irritation, j'imagine, Ah, du c'est fascia, des- parce que c'est le la soulier ne cause. va pas nécessairement, j'imagine, faire le Mais travail. j'ai justement une anecdote par rapport à ça, moi. Oui, vas-y. Parce que c'est de la manière que j'ai arrivé vers le pied, en fait, c'est directement avec ça, c'est avec une fasciite plantaire. Évidemment, avant, j'étais entraîneur, je faisais pas de thérapie ou quoi que ce soit. Fait que c'était plutôt en objectif de training et de renforcement. Puis j'avais des clients qui avaient des problèmes, souvent au niveau du bas du corps, on relie ça avec le moyen fessier. Fait que là, quand on a un moyen fessier qui est faible, ça peut amener un genou qui est projeté vers l'intérieur, un pied qui est projeté vers l'intérieur, donc le talon qui est projeté vers l'extérieur, ce que la semelle qu'on a dit essaie de nous empêcher de faire. Puis
t'as beau essayer de faire du renforcement de moyen fessier, du squat, du peu importe, essayer d'étirer le mollet ou quoi que ce soit, qu'est-ce que normalement on ferait pour une fasciite plantaire? Donc, toute la chaîne kinétique, voir qui répond à ce moment-là. Sauf qu'à chaque fois que tu fais des étirements, la personne souffre presque plus parce que là, en fait, le mollet, lui, il est là pour protéger une zone, mais là, tu enlèves une contraction. Fait que toutes les choses qui étaient censées faire du sens, ben, en fait, ça fait aucun sens, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que là, je me disais, si c'est pas ma hanche qui m'amène le pied comme ça, mais si ça serait le pied qui m'amènerait ma hanche comme ça à la place. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec Charles pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau du pied et tout ça à posturo. Sauf que c'est ça, c'est arrêter de voir trop en musculation de moyen fessier, c'est des fois la problématique, ça peut être un, mais ça peut être l'autre aussi. Donc, pour la fasciite plantaire, moi, c'était ça. C'est juste le pied qui était affaissé. Exact. Puisque le pied est affaissé, le talon est vers l'extérieur. Donc, toute la chaîne postérieure est en train de souffrir, est super tendue. On replace le pied normalement, à place de se casser la tête sur les articulations. Puis le reste va suivre, en fait. Mm-hmm. Mais même, tu sais, si je parle au niveau entraînement fonctionnel, des gens qui vont faire un arraché qui n'est pas stable en haut, finalement, on regarde la position de l'omoplate, ça va, la stabilisation postérieure au niveau du dos, ça va, le ratio corps-extenseur du dos, ça va. Mais Colin, c'est quoi le problème? Mais c'est que sa production de force au départ du mouvement n'est pas efficace parce qu'on ne contrôle pas l'éversion du pied. Fait qu'à ce moment-là, le pied devient important pour toutes les lifts qu'on fait, mais le plus flagrant, ça va être aussi dans le squat où on va vraiment voir les genoux partir vers l'intérieur, on perd la stabilité des abdominaux. Puis souvent, ça va être vraiment ça le problème. On a beau regarder comme tout ce qu'on apprend, mais aussitôt qu'on s'interroge sur le pied ou qu'on s'interroge qu'est-ce que la personne a dans les pieds, ben là, on a cette problématique-là. Fait que chaque personne qui vient dans mon bureau, qui veut optimiser n'importe quel lift, n'importe quel mouvement d'haltéro, mais je vais toujours avoir un peu des drills d'activation du pied. Puis moi, en posturo, je vais toujours aller travailler ça parce que ma production de force, si elle n'est pas efficace dès le sol, pour ceux qui savent de quoi je parle, la triple extension dans nos mouvements en puissance, si on n'est pas capable d'avoir un bon impact au sol, un bon enracinement, la force va être dissipée, puis on va perdre de l'énergie, notre mouvement va être beaucoup trop coûteux, on ne sera pas capable d'ajouter une charge qui fait du sens pour notre mouvement. Fait que le pied, c'est vraiment la fondation de tous les lifts en haltéro. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la triple extension, tu peux expliquer rapidement? Oui, bien dans le fond, quand on veut produire la force en partant de ça, l'exemple pour un arraché, on va partir, on a l'extension au niveau de la cheville, extension de genou, extension de la hanche pour produire notre puissance, puis soulever la barre, ça aider pour ne pas travailler seulement avec le haut du corps. Okay. Mais si on perd de l'énergie dans cette propulsion-là, ben, le restant du mouvement n'est pas stable, on arrive en overhead, puis notre mouvement, il n'est pas efficace. On va chambranler, on va on va s'en aller vers l'avant ou s'en aller vers l'arrière plutôt que de rester dans une verticalité. Parce que plus notre mouvement est vertical, plus notre barre franchit, reste justement dans cette verticale-là, plus on est efficace, plus on peut lever lourd, sans risquer de minimiser les risques de blessure, évidemment. Et pour ce genre de mouvement-là, en plus, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'aura pas de stabilité rendu en haut de son mouvement, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'extension thoracique. On va aller voir des rotateurs, voir pourquoi que la barre reste pas stable rendu en haut. Mais en fait, comme tu as dit, la plupart du temps, le problème est en bas. Il est directement à la base. Voilà. Puis même pour un squat, tu vas faire un squat, le genou rentre, le bassin tasse, là, on va dire contrôle, adducteur, bande autour des genoux. C'est ça, ridicule. Mais ça fait aucun sens. Et est-ce que c'est une lacune des entraîneurs d'essayer de corriger le haut, mais de ne pas aller voir le bas? Oui, complètement. Puis souvent aussi, c'est parce les gens ne le savent pas. Ils ne s'interrogent pas. T'sais, on veut tellement arriver avec la technique la plus cool, la plus tendance. On met des élastiques un peu partout. Les gens sont pris dans une cage d'élastique. On va leur donner plein de stimuli alors que la première chose qu'on aurait dû vérifier, c'est est-ce que le pied est capable de bien capter le sol ou est-ce qu'on est en train de l'endormir? Et moi, je vais faire une petite plug rapidement, mais Marie-Claude et moi, on a lancé l'Académie Kinéquilibre et on lance une formation à ce niveau-là au mois de février, si je ne m'abuse. Je pense oui. Je pense que vous pouvez voir sur notre site Internet, que je ne me souviens plus de l'adresse. C'est drôle, là, tu vas mettre la pression. académiekinéquilibre.com, je pense. Je pense qu'on avait mis ça simple au cas où, sûrement qu'on ne se rappelle pas dans une discussion comme aujourd'hui.
Donc, vous pouvez aller voir. Je crois que la date est là. Les cours devraient se donner à Montréal. Tout sera en commentaire de toute façon, en description. Oui, absolument. Oui, et puis on va pouvoir, Marie-Claude et moi, vous introduire à ces principes-là. Moi, je vais vous amener ailleurs parce que moi, j'ai vécu une chose très émouvante et stupéfiante il y a plusieurs années. Je l'ai revécu d'autres fois par la suite, mais cette fois-là, c'était incroyable. J'ai une dame de 86 ans qui est venue me voir et puis elle marchait comme les personnes âgées. Donc, un peu pliée par en avant, les genoux fléchis. On sait que quand on vieillit, la peau du pied, comme le docteur Marignan disait, est moins efficace au sol. Donc, pour retrouver son triangle de sustentation, les gens vont plier les genoux, vont complètement modifier le centre de gravité. On sait qu'une personne, normalement, va osciller autour des chevilles, va tourner autour des chevilles, autour de 4 degrés, c'est ce qui va lui permettre de garder son équilibre. Mais à partir du moment où le pied capte plus le sol, vous le savez, on va avoir un transfert de cet axe de rotation-là qui va s'en aller au niveau des hanches. Et là, on va avoir un balancement antérieur et postérieur. Et c'est là que les gens marchent à petits pas et finissent par chuter. Ils chutent vers l'arrière. C'est typique des personnes âgées. Ils chutent vers l'arrière et fracture de hanche. J'ai une dame de 86 ans qui vient me voir, elle est presque plus capable de marcher. Et puis, je lui ai tout simplement mis des puces neurostables dans ses souliers. Et puis, sur le champ dans mon bureau, elle s'est redressée. Et ça, je n'avais jamais vu un truc comme ça. Et puis, la vitesse, ça peut être assez impressionnant. Oui, mais c'est pas toujours ça. Non, mais c'est pas toujours. Surtout à cet âge-là, ça prend un petit peu plus de temps. Oui. Mais là, ça a été instantané. Et puis, elle vivait en haut de chez sa fille et sa fille me disait, je ne sais pas ce que vous avez fait à ma mère, là, mais avant ça, on ne l'attendait jamais. Maintenant, on l'attend passer la balayeuse. Elle sort dehors pelleter sa galerie. Et je ne sais pas si vous avez des anecdotes à ce niveau-là où vous voulez aborder. Ça va être dur d'accoter ça. Non, c'est pas. Je suis désolé, j'aurais dû vous avertir. Mais c'est ça. Guy a ajouté 5 livres sur son squat. J'ai vraiment changé sa vie. Ben, peut-être que tu as changé sa vie. Oui, bien, on optimise les choses, c'est ça. Mais... C'est ça. Toutes les personnes âgées, tantôt on disait, c'est pas tout le monde qui a besoin de neurostables, mais toutes les personnes âgées devraient porter des neurostables et on aurait probablement beaucoup, beaucoup moins de chutes chez les personnes âgées. Au pire, ça fait rien, au mieux, ça l'aide. Là. Oui, ça peut pas nuire. C'est ça, ça peut pas nuire, c'est ça exact. Tout à fait. Puis il faut rappeler, en fait, c'est ça, quand on parle de chute, quelqu'un qui tombe, c'est la perte de la posture, finalement. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de la posture qui a déréglé. Si j'ai pas eu un choc, une poussée ou quoi que ce soit, le fait de tomber naturellement comme ça, de s'enfarger partout, c'est pas normal. Ben, ton système postural est complètement inadéquat. C'est ça, exact. C'est évident, donc il faut essayer. Ben, c'est pour ça que les personnes âgées, dès qu'on trouve un problème, que ce soit une prothèse dentaire mal ajustée, des lunettes mal ajustées ou avec des prismes d'équilibrage ou un pied qui est paresseux, une extéroception paresseuse qui travaille moins bien, ben, ces gens-là, si on est réussi à corriger ça, ces gens-là vont retrouver leur équilibre et vont avoir beaucoup moins de chutes de risque de chute. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est vraiment excellent. Donc, les amis, on a quand même 1h04 de fête. Oh, déjà? Bientôt 1h05. Au montage, 56 minutes 43 secondes. C'est ça. On a près d'une heure. On va faire ça comme ça. Et puis, écoutez, un mot de la fin, Marie-Claude? Bien, toujours aussi intéressant de participer à ça. Puis, mais la prochaine fois, je vais m'amener des petits cartons. Je vais prendre des notes quand même. Je suis très crayon. Mais toujours super intéressant de venir ici. Ah, ben tant mieux. Merci. Gabriel? Super intéressant. Moi, je suis content d'avoir fait un retour aussi. Puis, je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui me revenait souvent de ce temps-ci. Les souliers, puis voir justement la course, puis voir au niveau du gym et tout ça. Fait que je suis content qu'on aille aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Oui, moi aussi. Moi, c'est une belle première expérience. J'ai aimé ça être en votre compagnie puis avoir toutes ces belles informations-là. Ça fait toujours du bien de se faire un petit refresh de tout ça. Hein. Il y en a tellement d'infos. Fait que non, j'ai bien apprécié. Est-ce que tu veux entendre ta chanson? Oui! Hein, pourquoi pas? Même. Tu sais, Julie, elle est super mignonne. Allez, à plus!
Ça va te rester, C'est ça. parfait. Ça va te rester. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On est vraiment contents. Comme je vous disais au début de la vidéo, s'il vous plaît, faites-nous des pouces. C'est important. Abonnez-vous. Faites la petite cloche de notification dans le côté. Écrivez-nous des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, pourvu qu'ils soient constructifs. Et on vous dit à la prochaine épisode. Au revoir. Ciao. Bye.